permanente à la Fédération européenne des services publics, qui est une des fédérations. Alors, je ne pense pas que forcément dans l'assistance. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Okay. Je doute que beaucoup de gens dans le public connaissent EBSU, mais en quelques mots, donc, nous sommes l'une des fédérations donc syndicales sectorielles de la Confédération européenne des syndicats. Et on rassemble à peu près 300 organisations syndicales dans plus de 49 pays européens. Donc notre périmètre va au-delà de celui de l'Union européenne et de ses 27 membres. Et donc nous avons plusieurs secteurs, donc les services publics, sauf l'éducation et les transports. Donc on représente les syndicats qui syndiquent des employés des collectivités territoriales, régionales, des gouvernements centraux ou fédéraux, et les services sociaux et la santé. Donc on va beaucoup parler, j'imagine, ce soir par rapport à la crise sanitaire qui n'est toujours pas contrôlée. Et on représente aussi les syndicats dans les entreprises de l'énergie et de l'eau. Voilà. Merci Nadia. On va passer de Bruxelles à l'Italie. Bonsoir Anna. Une parenthèse, parce que je suis à Bruxelles depuis 1987, notamment au Parlement européen. En ce moment, je m'occupe pour le groupe politique des socialistes et démocrates au Parlement européen des relations avec les syndicats, notamment EBSU aussi, les NCES, mais aussi la société civile, les mondes académiques, les groupes socialistes au comité des régions, donc toutes les entités locales et régionales, et les comités économiques et sociaux en Europe. J'ai travaillé longuement au groupe et au Parlement européen. Je me suis par le passé notamment occupée des développements durables, des inégalités. Je connais la salle dans laquelle vous êtes parce que j'y ai présenté il y a, je pense, 2 ans, un rapport qu'on avait présenté avec des académiques et une commission indépendante du groupe, justement appelé les égalités durables. Et maintenant, j'espère qu'on pourra continuer tous nos débats vers ces problèmes que vous allez aborder dans votre colloque sur les inégalités qui ont, comme Nadia l'a dit, été, comment dirais-je, exacerbées par la crise de la pandémie. Merci de m'avoir invité. Merci Anna. Et donc, juste à côté de moi, Cédric. Bonsoir et merci aussi de l'invitation. Je suis sociologue chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire parisien qui s'appelle le CSU. Et si j'ai fait ma thèse sur les inégalités dans l'enseignement supérieur français, à l'occasion de mon recrutement au CNRS, j'ai un peu élargi mes questions, mes thématiques de recherche, et je suis devenu, je crois, spécialiste de la sociologie comparée des inégalités en France et en Europe. Et donc je viens vous présenter cet ouvrage qui est paru il y a quelques années maintenant. Et on va le présenter, et tu l'as mis à l'écran, les classes sociales en Europe. Cédric Legris, Étienne Pénissa, Alexis Spears, trois chercheurs du CNRS, c'est aux éditions Agone, et c'est en vente cela, je le dis pour ceux et celles qui sont en face de moi. On va commencer juste. Bon, vous avez compris qu'à travers le thème de l'égalité, nous allons parler de la question de l'égalité de l'Europe sociale, qui est un peu un serpent de mer de la construction européenne, qui a eu beaucoup de mal à s'affirmer, même s'il y a eu ici et là des actes importants, dont le dernier en 2017, la proclamation du socle des piliers de droits sociaux. Malgré tout, c'est évidemment un sujet qui alimente beaucoup de débats et qui peine à avancer sur la scène politique. On va commencer par la présentation de Cédric, appuyé par un PowerPoint, et puis ensuite, si Anna et Nadia le souhaitent, elles pourront réagir et on vous donnera la parole, et à chaque fois on fera ça. Dès qu'un intervenant a pris la parole, les uns et les autres pourront réagir. Cédric, à toi. Oui, alors d'abord j'excuse l'absence de mes deux camarades, Alexis Spears et Étienne Pénissa, mais comme on est trois, on a pris l'habitude de se partager le travail de présentation, mais bien sûr c'est un ouvrage qui a été écrit vraiment du début à la fin à trois. C'est un ouvrage qui est sorti donc en 2017, qui vient d'être traduit en anglais,
et qui s'inscrit dans une série de débats et de conflits politiques assez intenses autour de la question européenne, et plus particulièrement autour de ce qu'on appelle la question sociale au sein de l'Union européenne. Et donc une des clés de lecture du livre, si bien sûr vous souhaitez l'ouvrir, c'est de le comprendre comme une forme d'insatisfaction à toute une série de manières ou de questions qui sont posées à cette fameuse question sociale européenne. Et en fait, pour répondre à cette question sociale européenne, on s'est saisi un peu d'une opportunité inédite, c'est qu'on a eu accès à des données de grande qualité statistique et des données européennes. Alors, on peut dire en fait que depuis Maastricht en 92 et plus encore depuis le référendum de 2005 en France, l'Union européenne est au cœur de luttes politiques assez intenses. Elle structure même en France, mais dans d'autres pays, les oppositions politiques, notamment alors autour de la construction européenne, autour des droits associés, de l'émargement par exemple de certains pays au budget européen ou pas. Ça a été particulièrement net dans les dernières élections présidentielles en France, ça a été aussi très très net dans le débat sur le Brexit en Grande-Bretagne, et c'est aussi un débat très vif dans les pays de l'Est de l'Europe. Le problème qu'on soulève dans le livre, c'est que les outils d'observation et d'analyse pour penser ces antagonismes politiques assez forts sont relativement pauvres et même erronés parfois. Alors en fait, avant le livre, on avait l'impression d'avoir à disposition deux clés de lecture des antagonismes politiques en Europe. On avait d'un côté un schème qui opposait les bons pays européens et les mauvais pays européens. Alors les bons pays européens sont ceux qui profitent de l'Europe, en fait, qui se servent de l'Europe pour transformer leur politique publique. Et puis les mauvais pays européens sont ceux qui sont à la traîne. Donc, alors, il y avait cet acronyme qui existait, qui était les PIGS, qui désignait un peu les mauvais pays. Et cette grille de lecture entre les bons et les mauvais pays européens, qui est une grille de lecture très culturaliste, qui pose tout un tas de problèmes, se retrouve dans les manières d'appréhender les questions sociales. Alors c'est le cas par exemple dès qu'on a affaire à des benchmarking, on appelle ça des comparaisons de politique nationale, où on va désigner les bons et les mauvais élèves de l'Europe, tant en matière budgétaire qu'en matière de politique, je sais pas, culturelle. Et puis l'autre grille de lecture à disposition, en fait, qu'on avait un peu disponible pour penser les antagonismes politiques à l'échelle européenne, au-delà du cas français, c'est les oppositions assez récurrentes qui sont avancées pour opposer les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et donc, en fait, cette grille de lecture ne nous satisfaisait pas vraiment, puisqu'elle elle réduit les inégalités à une échelle individuelle, à des différences de parcours ou de choix qui nous semblent, nous, sociologues, largement déterminées par des conditions de vie. Et donc, ces deux grilles de lecture, elles ne sont pas neutres socialement, elles ont des lieux de production, elles ont des lieux de circulation aussi, notamment au sein des élites nationales et européennes. Il nous semble qu'elles évacuaient une question centrale qui était la puissance, la force des inégalités entre les groupes sociaux, qui est une grille de lecture qui est assez familière pour les Français. Régulièrement, on a l'habitude d'avoir des statistiques, des quantifications des inégalités entre les ouvriers et les cadres, ce qui manquait un petit peu au niveau européen. Et donc, on s'est saisi de cette question en faisant l'hypothèse, finalement, assez française, que les frontières sociales ne s'arrêtent pas complètement aux frontières nationales. Et je pense que vous allez me suivre, quand on a essayé de décortiquer un peu cette hypothèse, on a essayé de comprendre quelles étaient les divergences, mais aussi les ressemblances entre l'ouvrier français et l'ouvrier polonais, essayer de savoir si un cadre roumain se situait plus haut ou moins haut dans l'échelle sociale qu'un technicien italien. Est-ce qu'il y avait plusieurs dimensions qui pouvaient aider à comprendre les inégalités? Est-ce qu'il y avait des dimensions économiques, mais aussi culturelles et sociales? Bref, on a essayé de faire pour la première fois, je pense, une sorte de panorama des inégalités en Europe et de documenter, on pourrait dire, une sorte de pyramide sociale européenne. Alors je dis ça, c'est important, mais je vais faire un petit détour par comment on s'y est pris, parce qu'il y a beaucoup de données dans ce livre, beaucoup de données statistiques. Elles proviennent majoritairement toutes de 4 enquêtes statistiques qui n'ont rien à voir avec des sondages d'opinion, qui sont des enquêtes statistiques issues de la statistique publique européenne, qui sont des accumulations d'enquêtes faites par les instituts nationaux statistiques, exemple l'INSEE en France, mais plein d'autres instituts nationaux européens, qui collectent des données de façon très sérieuse, à l'exemple, par exemple, des enquêtes emploi, qui servent en France, par exemple, pour calculer le taux de chômage, et enquêtes dans lesquelles on pose toute une série de questions au foyer, en fait. Et donc, les enquêtes emploi sont européanisées depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, et donc on a eu accès à ces 27 enquêtes emploi, qu'on a comparé. On a eu aussi accès à une enquête qui traite des conditions de vie et des différences d'accès aux ressources économiques.
Enfin, on a eu aussi accès à une enquête sur les conditions de travail, et ça c'est particulièrement important pour comprendre ce qui rapproche et sépare les actifs en Europe. Voilà, donc peut-être un point important tout d'abord, c'est parce qu'on parle de classe sociale, et en fait comment on s'y est pris, eh bien on s'est appuyé sur une nomenclature socio-professionnelle européenne qui existe depuis très peu, qui est très récente, qui a été en gros validée par Eurostat au tournant des années 2015-2016, et qui a été largement produite par notamment l'INSEE et tout un groupe de statisticiens qui ont travaillé autour de l'INSEE, statisticiens européens. Cette nomenclature socio-professionnelle européenne, elle pose des problèmes aux sociologues, parce qu'il y a des problèmes de codage, mais elle propose aussi des solutions, et la première solution qu'elle propose, c'est de quantifier les groupes sociaux par profession, ce qui était jusqu'alors impossible en Europe. Alors, c'est juste des petits paradoxes comme ça, mais la politique publique historique de l'Europe, c'est la politique agricole commune, et on ne savait pas, dans les enquêtes, combien il y avait d'agriculteurs en Europe. Vous voyez, c'est juste un point rigolo, mais voilà. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, combien il y a de travailleurs détachés, en fait, en Europe. Parce que ces questions ne sont pas posées dans les enquêtes en emploi, alors que c'est une des politiques permises par l'Europe. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux, quand même, à avoir des politiques publiques qui ont des effets, mais dont on pourrait peut-être un peu mesurer, ou du moins quantifier, dénombrer les effets. Enfin, en France, c'est important de le rappeler, hein, la nomenclature des PCS, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est manipulée très régulièrement par les sociologues, mais aussi par les sondages d'opinion, par plein de choses, c'est une nomenclature qui a été fondée par l'INSEE et qui a servi de pilier à l'État social. Pour dénombrer ses actifs, ça a été un outil important. Elle est aujourd'hui très présente dans les politiques publiques, elle est aujourd'hui au cœur de l'action publique dans une ville comme Nantes, c'est quelque chose qu'on regarde, on essaye de voir s'il y a plus de cadres, plus d'ouvriers. Et donc cet outil qui avait été important pour la France, en fait, il vient d'exister pour l'Europe. Alors, je reviendrai un peu en détail, mais juste, il y a quand même eu un effet de vérité de savoir un peu qu'à l'échelle européenne, en gros, on pouvait compter les agriculteurs, ils étaient à peu près 3%. Bien sûr, il y a des pays où ils sont plus nombreux, d'autres où ils sont moins nombreux. On arrivait à recenser quand même à peu près 4% d'agents d'entretien. Voilà, c'est des choses qu'on ne savait pas avant. Et c'était aussi rigolo de savoir qu'on avait 5% d'enseignants à l'échelle de toute l'Europe. Et bien sûr, ces professions ne se répartissent pas de façon équitable dans tous les pays européens. Mais ça nous donnait un premier outil pour essayer de construire des classes sociales. Donc on a repris une sorte d'hypothèse un peu en 3 tas. Classe populaire en bas, les plus éloignés des ressources économiques et culturelles. Classe moyenne au milieu, un peu définie par une double opposition avec le bas et le haut. Et puis classe supérieure en haut, qui accumule différents types de ressources, les ressources économiques, on va le voir, et aussi des ressources symboliques et culturelles très, très importantes. Donc au final, on avance dans le livre l'idée que nous, on propose de regarder l'Europe un peu à travers le prisme des classes sociales, c'est-à-dire, en fait, la population majoritaire en Europe sont les classes populaires, ils sont 43%. En dessous, on a des classes moyennes qui sont à peu près à 38%. Et puis en haut, on a des classes supérieures, qui sont à peu près 20%. Pourquoi c'est important de regarder, ces groupes socio-professionnels? D'une part, parce que ça permet de comprendre aussi de quoi quels sont les métiers, en fait, quelles sont les activités professionnelles des Européens. Quand on regarde les classes populaires européennes, il faut se dire que quand on parle des populations les plus éloignées des ressources économiques et culturelles, on a parmi eux beaucoup d'employés du commerce et des services. Ce qui n'est pas inintéressant à savoir en période de pandémie mondiale où le virus se transmet dans les contacts aux autres. On a aussi, et ça c'est quand même une surprise, une part importante d'ouvriers liés à l'industrie, encore en Europe. Alors on parle de la désindustrialisation, particulièrement en France, mais c'était important de rappeler qu'en fait, si on cherche les ouvriers qualifiés de la métallurgie, c'est quand même 12% des classes populaires en Europe, c'est pas rien, quoi. Et il y a des pays où ils sont très nombreux. Juste un peu ce panorama des classes populaires nous montre qu'on a encore un groupe populaire qui est très partagé entre des groupes peu qualifiés, avec des emplois d'exécution peu rémunérés, on va voir souvent précaires, et puis des emplois un peu plus qualifiés, qui là aussi ne se distribuent pas au hasard dans les pays européens. Et puis ça a été enfin une dernière découverte, ça a été de se dire, en fait, on met les agriculteurs et les artisans dans les classes populaires européennes, ce qu'on n'aurait pas forcément fait à l'échelle de la France. Il y a un débat un peu entre les sociologues sur les revenus des agriculteurs, les revenus des indépendants. Mais à l'échelle européenne, ça se pose vraiment comme question. Et de découvrir qu'en fait, les petits indépendants étaient 15% à l'échelle européenne, ils représentaient 15% des classes populaires, et qu'il y a des pays, notamment la Grèce, l'Espagne, où ils pouvaient représenter jusqu'à 30% des classes populaires. Et donc, quand on parle de crise économique, il faut avoir en tête que là, on a affaire à des indépendants qui n'ont pas beaucoup de ressources, qui ont souvent peu de clients, qui sont très dépendants de la chaîne de valeur. Et donc, en fait, ils sont des gens qui sont particulièrement exposés, même s'ils sont un peu propriétaires d'un petit bout de patrimoine professionnel. Alors, j'avance un petit peu, mais un des intérêts de cette nomenclature, c'était de la croiser avec des variables, des indicateurs.
Et un des premiers indicateurs qu'on a testé, c'est la part des étrangers non européens. Et on a pu montrer que les classes populaires étaient celles où les non-européens étaient les plus nombreux. Ce qui là aussi est intéressant par rapport au discours ambiant sur l'ouverture des classes supérieures, l'ouverture culturelle. En fait, et notamment les femmes de ménage, elles sont 16% à l'échelle européenne, elles comptent 16% d'étrangères non européennes. Ce n'est pas le cas dans les classes supérieures et dans les classes moyennes. Alors finalement, on a essayé de dessiner une Europe des classes sociales, et donc on a repris cette carte-là. Donc là, je vous montre les pays où en fait, les classes populaires sont un peu plus nombreuses que la moyenne européenne. Donc c'est les pays plutôt en gris foncé, donc, où on a un peu plus que 43% de la population active qui appartient aux emplois les plus distants des ressources économiques et culturelles. Et puis ça marche très très bien aussi avec les classes supérieures. Là, vous avez en gris foncé les pays où les classes supérieures sont surreprésentées, on dit en sociologie. Et en fait, rien que ces deux cartes, elles permettent un peu de comprendre l'espace des positions des pays au sein de l'Europe. En fait. Tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, mais ils n'ont surtout pas les mêmes intérêts sociaux, parce qu'ils ne sont pas composés des mêmes groupes sociaux. C'est en soi un résultat à rappeler. Alors je passe sur ce tableau parce que si vous achetez le livre et si vous le regardez un peu en détail, vous pouvez aussi l'emprunter, dans les bibliothèques ça existe, vous verrez qu'on a fait tout un travail sur les revenus, parce que bien sûr il y a un petit débat entre les sociologues et les économistes pour savoir est-ce qu'il faut prendre le revenu comme indicateur de la position sociale ou la profession. Et donc en fait c'est quand même intéressant de voir que la profession, même à l'échelle européenne, ça marche globalement bien en fait. Enfin, vous allez voir que les revenus des classes supérieures sont quand même majoritairement plus élevés à l'échelle européenne et plus encore quand on raisonne par pays. Cette grille de lecture des groupes sociaux, on ne l'a pas forcément en tête quand on parle du chômage. Je pense que si je vous parle de chômage en Europe, vous avez en tête une carte, en gros, avec des pays plus ou moins bleus. Et cette carte, elle est produite par Eurostat, et heureusement qu'elle est produite d'ailleurs. Mais enfin, un des intérêts aussi de cette nomenclature socio-professionnelle, c'est de regarder le chômage par groupes sociaux, en fait. Le chômage des ouvriers, le chômage des cadres. Et là, on peut montrer aussi à l'échelle européenne que les ouvriers, les employés les peu qualifiés, sont les plus exposés au risque de chômage. Bon, là, les données, elles datent de 2011. Sont un peu anciennes, c'était un peu compliqué à obtenir, mais enfin, voilà, ça nous semble être des résultats qui valorisent et qui mettent en avant l'idée qu'on peut regarder l'Europe à travers ce prisme des professions et que ça éclaire aussi un peu le débat européen et la question sociale européenne. Enfin, voilà, je vous ai dit, on a insisté beaucoup dans le livre sur les conditions de travail, alors je prends juste un résultat qui, moi, m'a particulièrement frappé. Voilà, dans l'enquête qu'on avait, il y avait une question qui était posée sur le fait de travailler debout ou assis. Et un des marqueurs sociaux les plus importants des classes populaires dans tous les pays européens, qui marche systématiquement, c'est le fait de travailler debout. En fait. On appartient aux classes populaires quand on travaille debout, pas une grande découverte, mais le rappeler, et rappeler que ça concerne les 2/3 des classes populaires, là où en fait, les classes moyennes et les classes supérieures travaillent assis, et c'est particulièrement vrai pour les femmes des classes populaires travaillent encore plus debout que les hommes. Voilà des résultats qui, je pense, nous aident à un peu regarder l'Europe au prisme des inégalités entre les groupes sociaux. Alors, tout ce que je vous dis, là, ça marche évidemment aussi à peu près pareil pour les pratiques culturelles. Là encore, plus on est plus on est dans les classes populaires, moins on a accès aux ressources culturelles. Donc les classes populaires sont surreprésentées parmi les personnes qui n'ont vu aucun spectacle au cours de la dernière année, parmi celles et ceux qui ne vont pas visiter des sites culturels, parmi celles et ceux qui n'ont pas accès au cinéma. Et à l'inverse, les cadres supérieurs, les ingénieurs, mais aussi les enseignants-chercheurs, les chercheurs du CNRS, tout ça, eux ont un accès à un bon nombre de ressources culturelles et le déclarent dans ces enquêtes. Donc je ne vais pas en détail, mais voilà, ça me paraît important. Et le dernier chapitre du livre, je pense que c'est aussi important. Une grande partie du livre est consacrée à essayer de regarder l'Europe en tant que continent, en faisant comme s'il n'y avait pas de barrière nationale. Je pense que c'est important de faire cet effort-là, pour, dans un deuxième temps, essayer de comprendre comment ces groupes sociaux se mêlent à des pays pour dessiner une forme de pyramide sociale européenne. Et ça marche particulièrement bien sur un indicateur, cette manière de penser les classes et les pays ensemble, sur une question qui était posée dans cette enquête sur les conditions de vie. Avez-vous les moyens de vous offrir une semaine de vacances tous les ans? Voilà, c'est une question qu'on pose, on la pose aussi à plein d'autres gens en matière de est-ce que vous avez les moyens de vous payer un repas protéiné au moins par semaine ou 2 repas. Et donc cette question des vacances, là, la part des ménages qui déclarent pouvoir partir une semaine en vacances par an, on voit très très bien qu'elle articule ces deux dimensions, les dimensions nationales et les dimensions socio-professionnelles. Pour le dire autrement, ce graphique, on peut le lire d'une première façon en se disant « Ah bah oui, c'est marrant, les classes supérieures luxembourgeoises, elles sont à peu près au niveau des classes moyennes suédoises. » Vous voyez, ça choque personne, tout le monde dans ces pays, qu'on soit des classes supérieures ou des classes moyennes, part à peu près en vacances une semaine par an ou a les moyens de le faire. Et d'ailleurs, les classes populaires suédoises aussi ont à peu près toutes les moyens de se payer une semaine de vacances. Par contre, les classes supérieures roumaines, vous voyez, dans ce petit jeu,
ont aussi en grande majorité la possibilité de partir une semaine en vacances, mais c'est nettement moins. Hein, c'est à peu près 20 points de moins que les classes supérieures luxembourgeoises ou suédoises. Donc là, on a une sorte d'appréciation en fait, de la distance sociale entre ces classes supérieures des pays de l'Est et ces classes supérieures des pays historiques de l'Europe ou du nord de l'Europe. Et à l'inverse, on peut aussi regarder que la distance sociale entre les classes supérieures en Europe est assez faible en fait. Vous voyez, entre le Luxembourg et la Roumanie, les classes supérieures, c'est grosso modo les 3 quarts ou 90% qui ont les moyens de se payer une semaine de vacances. Alors qu'à l'inverse, la distance sociale, elle est maximale dans les classes populaires européennes. Vous avez d'un côté les classes populaires suédoises qui, à 90% presque, se disent bah oui, nous on peut partir une semaine en vacances sans problème. Et à l'inverse, vous avez 26-27% seulement des classes populaires chypriotes, roumaines, hongroises ou portugaises qui déclarent avoir ces ressources-là. Et donc c'est un moyen pour comprendre l'Europe, en fait, pour comprendre comment s'articulent ces écarts nationaux de richesse qui existent, hein, qui sont importants, et ces écarts sociaux de richesse. Voilà, cette question des vacances, elle est particulièrement en fait, intéressante en fait, pour essayer de se représenter cette Europe des classes sociales. Ça marche aussi en fait avec la pratique d'une langue étrangère. Hein. Voilà, c'est toujours intéressant de rappeler que les classes supérieures, très majoritairement en Europe, parlent l'anglais, plus des 2 tiers. Et ce n'est pas le cas du tout dans les classes populaires. Mais quand les classes populaires, la langue étrangère qu'elles parlent le plus, c'est une autre langue que la langue étrangère anglaise, hein, qui est la langue des échanges commerciaux et qui est la langue de la scolarisation. Donc je mets ce petit schéma en fait qui est la petite trouvaille statistique qu'on a eue pour essayer de construire ces classes sociales en Europe et qu'on a essayé de faire tourner comme ça sur plein d'indicateurs pour essayer de raconter aussi une histoire dans le livre qui était celle de la production des inégalités à la fois sur des espaces nationaux très distants. Il n'y a pas grand-chose de commun entre Copenhague et la banlieue de Bucarest, c'est vrai. Mais par contre, il y a quand même des points communs dans cet espace qui semblent être en train de se créer. Et il y a des choses qu'on peut repérer, notamment des convergences sociales assez fortes en haut de l'espace social européen, dans les classes supérieures, dans les pratiques culturelles, dans les ressources économiques, dans le fait de parler l'anglais, et en bas, des grandes divergences, des grands écarts socio-économiques qui semblent indiquer aussi tout ce scepticisme en fait, qui accompagne le projet européen. Je crois que j'ai plus vraiment de temps, donc je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Merci, Frédéric. Peut-être parole à Anna ou Nadia, si vous voulez réagir ou poser une question. Nadia. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une présentation très intéressante. Et je crois que souvent, on fait souvent en tout cas, cette réflexion de l'absence de données sociales par classe sociale, par catégorie socio-professionnelle au niveau européen, au sein en effet d'Eurostat, qui est l'agence européenne des statistiques. Et on va revoir qu'on a exactement la même difficulté par rapport justement à l'impact de la pandémie. Alors c'est vrai qu'un grand message politique a été de dire que tout le monde pouvait être touché. Alors ce qui est vrai et pas vrai, parce qu'on voit bien en effet que si je mets de côté le groupe le plus impacté en effet des personnes âgées, quand on regarde un peu la situation au niveau socio-professionnel, il y a énormément de divergences. Mais on reviendra probablement là-dessus. J'avais 2 questions. Est-ce que vous avez essayé aussi, au travers de cette étude, de connaître les adhésions syndicales, voire politiques des classes, de ces différentes classes sociales? Et la deuxième question, en regardant la carte, ce que je trouve assez, en même temps, je lance ça un peu pour le débat, mais quand on a des directives sociales, je ne sais pas si je prends la directive récemment qui a été adoptée pour la réconciliation vie professionnelle et vie personnelle, on peut voir, mais vraiment, on a fait une réaction à chaud, que les pays, ce n'est pas forcément les pays non plus où il y a la plus grande part de classes populaires qui vont s'opposer aux directives sociales pour autant. Voilà. Alors, bien sûr, le Royaume-Uni ne fait plus partie, bientôt ne va plus faire partie de l'Union européenne, mais souvent le Royaume-Uni, les Pays-Bas, alors en effet certains pays de l'Est, la Hongrie, la Pologne, traditionnellement se sont opposés à des directives sociales. Mais on voit que dans des pays, si je prends la France par exemple, suivant les gouvernements, mais d'une manière générale, on peut dire que la France était plutôt positive par rapport à certaines directives sociales, où là donc on voit que c'est pas parce que là où il y a le plus de classes populaires que les gouvernements vont moins
soutenir des initiatives sociales. Est-ce que c'est quelque chose, un point que vous avez aussi examiné? Merci. J'apprends maintenant. Oui, vas-y. Alors sur la première question, vous serez très intéressé par la traduction anglaise qui a un chapitre inédit où l'éditeur nous a imposé de répondre à la question qu'on avait posée mais à laquelle on n'avait pas répondu dans la version française, qui était cet espace des mobilisations européennes. Donc on revient sur les Eurogrèves, sur Vilvoorde et sur tout ce qui a pu exister comme mobilisation à l'échelle européenne. Et en fait, la question sur l'appartenance syndicale, elle est posée une seule fois tous les 5 ans dans l'enquête européenne sur les conditions de travail, donc EWCS. Mais elle a un petit problème qui nous a un peu agacé, c'est qu'elle associe l'appartenance à une union, donc à un syndicat, avec l'appartenance à un groupe professionnel. Donc exemple, le groupe socio-professionnel le plus syndiqué, ce sont les médecins dans cette enquête. Alors pourquoi c'est les médecins? Parce que les médecins sont tous membres d'une organisation professionnelle, d'un ordre, enfin voilà, dans tous les pays. Et donc voilà, c'est une frustration qu'on a. On exploite quand même la question en rappelant un peu les problèmes que ça pose. Mais je pense que ça serait en soi déjà une victoire auprès d'Eurostat que de leur demander d'intégrer une question qui sépare la question du syndicalisme, de celle de l'appartenance à un parti politique, de celle d'un groupe professionnel. Même si partout en Europe, les formes de syndicalisation ne sont pas les mêmes. Mais ne serait-ce que d'avoir cette espèce de petite prudence, ce serait chouette. Donc je ne citerai pas de chiffres de tête parce que là je n'ai pas révisé, mais dans le chapitre 5 de la version anglaise, il y a ce petit point sur la syndicalisation. Alors sur la deuxième question et sur la capacité de prédiction en fait des cartes des classes sociales en Europe, je vous rejoins en fait. C'est toujours un peu compliqué, moi je trouve, d'avoir de devoir composer avec l'absence d'outils qui permettent de comprendre les oppositions au sein de l'Europe. Et donc ça marche particulièrement bien sur les questions en gros de droits sociaux ou de droits associés au travail. Donc voilà la composition entre le temps de travail et la vie personnelle. Mais juste nous, ce qu'on a pu voir, c'est que en fait, dans ces questions qui sont posées là, sur la vie personnelle, quand on a étudié les conditions de travail, ce qu'on a pu voir de façon très nette, c'est que partout en Europe, et y compris dans les pays du Sud, ceux qui ont le plus de ressources, et grosso modo les cadres du privé, sont aussi ceux qui ont à la fois la plus grande possibilité d'aménager leur temps de travail pour faire des choses personnelles. Il y a une question qui est posée comme ça. En gros, est-ce que vous avez le temps sur le temps de travail de prendre 1 heure ou 2 pour faire quelque chose de personnel, d'urgent? Je ne sais pas, par exemple, régler un problème administratif. Voilà. Et donc ce sont systématiquement les cadres qui ont le plus de possibilités de le faire. Ce sont aussi eux, il y a une autre question qui est assez rigolote dans cette enquête, qui demande est-ce que vous avez la possibilité de prendre une pause quand vous le souhaitez? Ce qui ne paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est une question de pratique, je trouve, assez maligne. Et là encore, ce sont systématiquement les cadres qui ont la plus grande liberté, la plus grande autonomie pour le faire, quel que soit le pays, en fait. Et ça, c'est en soi des résultats qui, moi, me fascinent. Et à l'inverse, à l'intérieur du groupe des classes supérieures, ce sont plutôt les professions, en gros, du public, qui ont le moins d'autonomie. Mais c'est normal, parce qu'elles ont à traiter un public, en fait. Donc, par exemple, typique, les enseignants, les personnels hospitaliers, qui, bien sûr, n'ont pas le temps de prendre 1 heure sur leur temps de travail pour aller traiter un problème administratif, qui ne peuvent pas non plus prendre une pause tout à fait comme ils le veulent, quand on pense aux enseignants et tout ça. Et donc en fait, il y a un pôle vraiment qui est très dominé au sein des classes supérieures, qui a beaucoup de ressources à l'échelle européenne, mais qui n'a pas les conditions de travail qui lui permettent, par exemple, de concilier ces espèces de contraintes, vie personnelle, vie professionnelle. Je pense que j'ai été très clair. Ok, merci. Anna, est-ce que tu veux poser une question? Oui, alors, merci beaucoup, c'était super intéressant. Et pour moi aussi, réjouissant de voir que quelqu'un s'intéresse à ce type de thématiques pour 2 raisons. La première, parce que c'est une façon de montrer que l'Europe n'est pas le problème. L'Europe peut être la solution si l'Europe se situe, ou prend ces données pour changer radicalement ses politiques. Et de l'autre côté, parce que je pense qu'il y a une raison fondamentale pour essayer d'obtenir sur l'échelle européenne des données de plus en plus précis et de plus en plus utilisables pour l'Europe et dans tous les pays, pour conduire et mesurer les politiques que nous menons. Le moment, c'est maintenant. Le moment dans lequel nous demandons
une véritable transformation de notre modèle économique. Parfois, les données, les chiffres, les statistiques, dans un moment où la politique est extrêmement émotionnelle, hein, et les données et les chiffres ressemblent à quelque chose de très rationnel et de très froid, on considère qu'on ne doit même pas les regarder. Par contre, elles nous parlent beaucoup. Elles nous parlent beaucoup de tendances. Elles nous disent aussi ce que nous mesurons, ce que nous sommes et ce que nous sommes. Donc, je trouve que c'est un exercice extrêmement intéressant et j'ai deux remarques, aussi des questions. La première, elle est peut-être la plus, comment dirais-je, mise à jour. L'impact des inégalités sociales et ces, disons, différences entre classes sociales, l'acceptation de la transition écologique. Et la deuxième, ce qui m'intéresse beaucoup parce que je m'occupe de la Child Union, de l'Union des enfants, l'Union européenne des enfants, c'est quand vous avez parlé de relégations culturelles, il faut savoir que ces relégations culturelles, elles se transmettent. Et jamais comme maintenant en Europe, la mobilité sociale est réduite si elle n'est pas figée. Plus de mobilité sociale en Europe. Et il y a de fortes chances que les enfants qui naissent des parents issus des classes populaires, pour toute une série de raisons, n'aient pas accès à la culture, à l'éducation, aux moyens socio-économiques collectifs pour pouvoir s'en sortir et éventuellement faire ces choses de qualité dans les classes que, par exemple, moi, je fais dans les espaces. Voilà. Merci Anna. Cédric. Pour le coup, j'ai pas du tout d'informations, on n'a pas du tout recueilli de données sur, en gros, la transition écologique ou sur une sorte de vague question de modèle de société. En fait, enfin voilà, en fait, c'est posé dans d'autres types d'enquêtes qu'on réfute un peu du point de vue de la qualité des données. Là, il faut imaginer, on a plusieurs centaines de milliers de personnes dans les bases de données. Ce sont des enquêtes vraiment... C'est la Rolls-Royce quoi, pour les statisticiens, les 4 enquêtes que je cite. Et donc, il existe des sondages d'opinion qui sont faits dans chaque pays européen sur 1000 personnes, mais vraiment là, la qualité, c'est moins fin, quoi. Et donc, du coup, on n'a pas du tout regardé ça, même si je pense que c'est possible de le faire à travers d'autres enquêtes. Donc, voilà, notamment les enquêtes sur European Social Survey et European Value, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est possible. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas tout à fait les mêmes outils statistiques et qu'on ne pourra pas dire les mêmes choses. Voilà. La deuxième chose, ouais, juste sur la relégation culturelle, en tout cas, l'accès un peu de moins en moins évident à des ressources qui nous paraissaient auparavant évidentes. Moi, je pense qu'on peut prendre le cas de l'enseignement supérieur, que je connais bien en Europe, et il faudra un jour prendre le temps d'interroger quand même les effets un peu dévastateurs de Bologne, parce que à l'échelle européenne, en ce moment, ce qu'on observe, c'est plutôt un retour des frontières d'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors, en France, le coût des études est encore relativement modéré, mais on sent que c'est en train de bouger. Scolairement, ça devient de plus en plus dur d'accéder aux filières d'élite. Ça, c'est à peu près prouvé partout. C'est le cas aussi en Angleterre, où les frais d'inscription ont particulièrement augmenté ces dernières années. Mais c'est le cas aussi en Espagne, où il y a eu des luttes assez importantes sur certaines universités pour pas que ça bouge trop, je crois. Et donc... moi, je pense que ce serait pas inintéressant de mettre ces choses qui, visiblement, n'ont pas de rapport, mais en fait, qui sont quand même un peu liées. C'est d'ailleurs ce processus de Bologne, le fait de construire un marché de l'enseignement supérieur européen, et puis, d'un seul coup, d'avoir des retours 20 ans après, qui sont très très durs et qui restreignent, de mon point de vue, l'accès aux ressources éducatives, alors un peu vaste, hein, mais voilà. Et je pense qu'il faudrait avoir ce débat avec des spécialistes des politiques nationales, pour le coup, à chaque fois. Merci. Est-ce qu'on prend une question ou 2 questions si vous en avez? Et sinon, je vais donner la parole à Nadia, peut-être en introduisant une question plus générique, Nadia, évidemment libre ensuite de le déployer. Quand on est une experte comme toi à l'intérieur d'une fédération syndicale européenne, qu'est-ce que les syndicats peuvent faire ou font face à la question des inégalités? Et
en quoi ils sont un acteur, en quoi, j'ai évoqué dans l'introduction l'histoire du socle des droits sociaux, il faut peut-être un peu réexpliquer ce que c'est, et puis les différents outils qui ont été mis en place, et en quoi ça marche ou ça marche pas, et comment, quand on est un acteur syndical, on déploie de l'action dans ce domaine-là. Merci. Alors, je vais commencer par la première question. Vous m'entendez? Excusez-moi, parce qu'il y a des échos. Je commencerai peut-être, en effet, par la première question sur le... Je suis désolée, j'ai un écho terrible là maintenant, que je n'avais pas tout à l'heure. Si vous m'entendez bien, tant mieux, ce sera à moi de m'habituer à mon propre écho. Peut-être, Anna, si tu veux couper ton micro, ça va peut-être faciliter la situation. Il est coupé. Bon, alors normalement, on ne peut pas faire mieux. Ok, bon, bah, écoutez, je vais essayer de m'en accommoder et j'aurais vraiment préféré être avec vous à Nantes. Oui, je voulais peut-être revenir sur l'impact de la pandémie, mais pour répondre très rapidement à la première question soulevée sur le rôle des syndicats, je crois que là, pour le coup, on a de nombreuses recherches qui démontrent que la négociation collective, et notamment la négociation collective des salaires, a un effet bénéfique, évidemment, sur le niveau de salaire. Ça, c'est un fait en Europe et dans le monde entier. Donc, il y a vraiment le rôle de la négociation collective est très important dans la présentation. Donc, on a des données pour le Royaume-Uni, pour la France d'ailleurs, certains pays nordiques, que des personnes d'origine immigrée, bien provenant d'une minorité dite visible, ont été aussi plus impactés du fait de leur emploi et de leurs conditions de vie dans des logements aussi souvent et bien sûr, aussi des exacerbations d'inégalités entre, bien sûr, des gens cadres, moi, qui télétravaillent. Je ne télétravaille pas aujourd'hui, je suis au bureau, mais surprotégés et de manière à éviter, en effet, que les hôpitaux ne soient surchargés et d'utiliser les transports en commun. Donc ça, on prend en cause cette décision. Mais évidemment, face à des travailleurs de première ligne, cette différenciation est absolument criante entre ceux qui risquent leur santé, ceux qui ont été protégés. Et bien sûr, comme on vient de le voir, le personnel des aides-soignantes, les femmes de ménage, en effet, font partie des personnes les moins bien payées. Alors que peut-être les télétravailleurs font partie de cette classe probablement moyenne supérieure. Maintenant, cette constat, il est partagé, on manque de données. Le constat est partagé par la Commission européenne. Hier, dans une conférence, le commissaire chargé des affaires sociales a tout à fait reconnu que la pandémie avait un impact proportionnellement plus important sur les travailleurs précaires et souvent payés. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que la pandémie continue. Au début de la pandémie, un des axes prioritaires, ça a été de faire remonter les données sur les personnels les plus impactés et pas protégés. Et la première a aussi réintégré la santé au travail dans la santé publique, qui était la grande attente, en tout cas les premiers mois, des réponses apportées par le gouvernement. Il y avait en effet pénurie de masques. Et même lorsque les masques ont été disponibles, il y a certains corps de métier, notamment les surveillants de prison en France, qui n'est pas du tout le cas dans les autres pays. Ils avaient absolument le droit de porter des masques. Il y avait aussi des obstacles juridiques, formels, à l'encontre de la protection de certaines catégories socio-professionnelles. Ensuite, un des enjeux qui reste, alors maintenant on a des masques, mais il faut pas, si la pandémie, si les infections continuent à augmenter, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles pénuries. Et ensuite, et là, le rôle syndical est très important, c'est comment certains métiers, distanciation physique et le port de masque, extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment dans les crèches. Et qu'est-ce qu'on fait?
Et là, on a vraiment un chantier très important en ce qui concerne le temps de travail. On sait que les heures supplémentaires, des longues heures au travail, participent au stress et augmentent le risque de contagion. Et ça, cette dimension-là n'a jamais prise, n'a pas été. Maintenant, on a aussi un autre chantier qui est très important, toujours dans le domaine de la santé au travail, qui est de reconnaître la Covid-19 maladie professionnelle. Ce n'est pas le cas dans un grand nombre de pays européens. Et lorsque c'est le cas, si je cite le Danemark par exemple, ou même la France, c'est limité au personnel de la santé. Et encore une fois, on a vu que des chauffeurs de bus ou bien de nouveaux systèmes et plus républicains ont aussi été forts, sont toujours potentiellement exposés au virus. Donc vous voyez, on a vraiment fait un travail de base à faire monter les dossiers, à relancer l'importance de la sécurité au travail dans toute cette réponse à la pandémie. C'est vraiment un travail de base syndical. Et ensuite, je n'aurai certainement pas le temps de faire toute la présentation, mais ça me paraît important. Alors, le droit social européen est ce qu'il est. Il faut être beaucoup plus approfondi, ça on est tout à fait d'accord. Mais il faut aussi une meilleure connaissance du droit social européen. Car on s'est aperçu, c'est un droit qu'on avait un droit de retrait au travail en cas de danger grave et imminent. C'est un droit qui émane d'une directive sociale sur la santé et la sécurité de 1989, une directive récente, qui permet en effet aux employés de se retirer leur lieu de travail lorsqu'ils sont exposés à un grave danger. Alors, c'est un droit qui n'est pas facile à manier. Il vaut mieux que les syndicats soient présents sur le lieu de travail. Et c'est quand même un droit qui a été utilisé énormément et curieusement suédois par un certain nombre de personnels et de syndicats. Donc voilà par rapport à la crise. Maintenant, la question sur le socle européen. Je vais vraiment brosser large, je ne sais pas dans quel niveau ce socle européen est connu par le public, mais lorsqu'il a été mis en avant, initié par la Commission européenne en 2017, donc le socle européen des droits de l'homme, c'était clairement une opération de communication afin de relancer l'Europe. Ce n'était pas tant forcément de relancer l'Europe sociale, de relancer la popularité de l'Europe qui était fortement restée par des années de mesures d'austérité donc suite à la crise financière. Vraiment, c'est une action de communication dont les syndicats se sont parlé qu'on allait bien sûr se réjouir que les droits sociaux redevenaient au devant de la scène, mais c'est ce socle. Alors, qui ont des droits déjà existants, notamment qui concernent les droits, les conditions de travail, mais aussi l'égalité des chances entre hommes et femmes, le salaire minimum qui est mentionné dans le socle européen et qui est déjà couvert par d'autres chartes européennes. Donc il n'y a pas véritablement nouveau droit, si ce n'est que l'application de ce droit est censée être universelle et s'applique pas seulement aux citoyens européens, mais aux résidents de l'Union européenne, ce qui est quand même assez important, notamment aux migrants qui sont souvent en dehors de la protection du travail. Et ensuite, il y a le droit, ou pas nous, car ils sont déjà inscrits dans les traités en grande partie, qui réaffirment le droit d'accéder à des soins de santé, à des soins long terme, à des soins essentiels tels que l'eau, les services d'assainissement, l'énergie, les transports, et aussi les communications numériques. Donc l'Internet, ça peut faire la voie à l'Internet pour nos biens communs. Donc, dans l'ensemble, le mouvement syndical est positionné plutôt en faveur de ce cycle européen, même si physiquement il n'est en effet pas contraignant et que pour être activé, droit soit actif. On voit en place la Commission, le seul pouvoir d'initiative parmi les 3 institutions européennes, doit une directive sociale plus simple. Qui doivent ensuite être adoptées au Parlement et au Conseil.
Et il y a, je vais répéter là, il y a une directive de réconciliation professionnelle et vie personnelle qui découle entre guillemets de ce socle, bien parce qu'elle était déjà prévue avant que le socle soit adopté, et qui donc met en place un nouveau droit de congé paternité. Donc pour les pères aussi, les seconds parents de homosexuels, de pouvoir prendre un congé pendant 10 jours ouvrables autour de la date de naissance de l'enfant. Et le congé parental, 4 mois qui doit être obligatoirement partagé tous les parents de l'enfant. On sait que traditionnellement, c'est les femmes qui connaissent le congé parental pour des raisons d'inégalité salariale. Et là, le grand enjeu, une des priorités législatives, c'est une initiative sur les salaires minimums en 2020. Et on sait que le salaire minimum, alors sans le niveau sur lequel il va être fixé, peut avoir un rôle important avec une égalité de salaire. Et cette initiative-là, on l'attend pour la fin de l'année. Et pour les syndicats, il y a certaines demandes. C'est que ce salaire minimum n'aille pas plus de 50% du salaire médian, 5% la moyenne, tout qui renforce le droit à la négociation collective. Et il y a un risque toujours, alors avec les salaires minimums, qui deviennent un salaire plafond. On voit par exemple en France un très grand nombre par rapport à d'autres pays, vous voyez, qui plafonnent, et ceux pendant de longues années de leur carrière plafonnent au niveau du salaire minimum. Donc ça, c'est une initiative qui mérite donc d'être vraiment suivie de près, qui n'a pas reçu l'unanimité de toute la France syndicale et qui a été, dont les priorités syndicales ont été actées avec une grande majorité. Je reviens là-dessus. Mais la question qui est là, c'est que toutes les mesures, soit sociales ou bonnes soient-elles, on part en cause socle en termes macroéconomique, néolibéral, va donc déterminer énormément l'ampleur, la profondeur des inégalités. Je crois que là, ce qu'on peut en revoir, c'est le rapport entre le capital et le travail, et aussi une politique fiscale progressive qui permette de redistribuer la richesse. J'étais étonnée, pour finir sur une note positive, car le commissaire Schmitt, hier, le commissaire chargé aux affaires sociales et de l'emploi, a tout à fait dit, a affirmé que la richesse était le problème et que c'est un problème qu'on peut aborder au niveau européen. Ça, c'est des questions de fiscale. Les mesures fiscales doivent être prises au niveau européen et au niveau national pour des fiscaux beaucoup plus progressifs qu'ils ne le sont maintenant. Et ça aussi en but de financer des services publics de qualité, que là, la crainte actuellement, c'est qu'on revienne à des mesures d'austérité pour payer en effet le coût de ces sanitaires voilà, et contre lesquels on ne se bat pas à chier. Là, devrait arriver. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. On a compris dans ce ministère de la Communication que tu as été fabuleuse qu'il y avait une assez forte aggravation pendant la période de la pandémie et que les syndicats avaient déployé un nombre de chantiers très importants finalement en réponse, en partant du bas. Peut-être quand même une question des uns des autres. Alors, ça peut être Anna, ça peut être Cédric. Est-ce que vous avez envie de poser une question ou je ne vous vois plus parce que j'ai plein de lumière dans ma tête, mais levez la main si vous voulez poser une question. En face de moi. Pardon. Mais je vais le faire. C'est plus près de moi. Oui, bonjour. Tu parlais des services publics. Est-ce que vous avez pu tirer un enseignement, là je me concentre un peu sur le service public hospitalier, est-ce que vous avez pu tirer un enseignement entre la crise du Covid et la qualité de service public hospitalier dans différents pays, le nombre d'emplois qui manque souvent? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont plus révélateurs dans certaines villes, ou dans certaines régions, ou dans certains pays? Alors, on peut tirer des leçons, en tout cas, peut-être entre l'Union européenne et les États-Unis. D'accord. À moins de pouvoir se payer un traitement à $100 000
Covid-19. Maintenant, entre les pays, entre les États membres de l'Union européenne, je crois je pense pas qu'on puisse encore tirer des leçons très très claires. On sait que les mesures de confinement, notamment en Italie, en Espagne, en France et en Belgique, étaient complètement liées au fait qu'il n'y avait pas assez de lits, de réanimation, de matériel, de respiration. Ça, c'est clair que ces confinements-là ont lieu parce qu'il y avait un manque de moyens dans les hôpitaux. Le manque dans les hôpitaux était dû à un investissement des années. Et le risque que l'on a maintenant, c'est peut-être pas tant en effet le manque de matériel, quoi que ça dépend du nombre de personnes contaminées et malades, et le personnel, le nombre de personnel risque de faire défaut. Parce que le personnel est épuisé et aussi en burn-out. Par contre, on voit, si on compare avec l'Allemagne, qui est quand même le pays qui s'en est un peu, pour l'instant, le mieux sorti. Il y avait bien sûr le nombre de lits dans les hôpitaux, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais qui étaient supérieurs en tout cas à la France et à l'Italie, ça se compte aucun doute. Mais il y a eu aussi une politique de dépistage plus importante dès le début de la pandémie. Alors par contre, ce qui est général à toute l'Europe, et c'est là où on va vraiment garder l'accent, l'absence de très peu de moyens déployés pour qu'ils puissent monter au travail et qu'on doit vraiment maintenant vraiment développer cet aspect avec les moyens des inspections du travail pour assurer que les mesures de santé et de sécurité sont bien vivants. Bien sûr, il y a le cas de la Suède. Là, c'est le seul pays qui n'a pas eu. Alors, souvent, on dit qu'il n'y a pas eu de confinement, mais il y a eu un confinement, mais obligatoire. Il y a eu une mesure. Vraiment, obligatoire, c'était à la responsabilité de chacun. Et là, je crois que la Suède a pris, en tout cas initialement, un coup énorme, parce que par contre, les lits d'hôpitaux, là, en fait, il n'y en a pas proportionnellement, mais plus nombreux qu'en France ou en Italie. Donc, c'est clair que la Suède a pris un risque très important. Et en même temps, à l'avenir, quelles mesures les réponses apportées à la pandémie ont forcément été adéquates. Ok, merci beaucoup. Je propose, Anna, que tu prennes la parole, et en particulier, puisqu'on vient d'entendre que, d'une certaine manière, les syndicats s'étaient beaucoup déployés autour de beaucoup de chantiers, du point de vue de l'Union, des institutions, toi, ton point de vue, du point de vue du Parlement européen, est-ce que les institutions ont des réponses? Alors, bien sûr, on a vu le plan de relance, qui est un paquet important et qui a un volet social, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du point de vue de la réaction des institutions et en particulier du Parlement européen? Oui, merci. D'abord, je pense que la présence de Nadia est fondamentale aujourd'hui pour plusieurs raisons. Je pense que la raison la plus importante, c'est qu'on parle beaucoup de plans de relance, stratégie politique, je pense, une priorité comme urgente, c'est que je pense à un contenu, mais aussi à tenir en tête si on veut que ces plans. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro parce qu'on t'entend très haché? Allô? Oui, on t'entend très haché. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro parce qu'on t'entend coupé? Oui, maintenant ça va mieux? Merci. Oui. Je pense qu'il s'agit aussi d'un problème de processus et que le processus doit tenir en compte
la consultation et la participation des responsables et des représentants des travailleurs et des syndicats dans tous les processus, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau local. Ceci, pour moi, pour le Parlement européen et notamment pour mon groupe politique, est une petite chose. Donc, pas seulement les contenus, mais aussi les processus qui mènent vers le monde d'après. Je pense aussi que la pandémie du Covid-19 a agi comme un réagent sur les inégalités existantes en Europe, des inégalités qui ne sont pas seulement des inégalités économiques, donc très prédisposition entre capital et travail, mais aussi des inégalités sociales, manque flagrant des services publics et d'investissement dans les services publics qui puissent équilibrer les inégalités. Et la troisième donne pour moi aussi est très importante, c'est que la pandémie a aussi exacerbé les inégalités territoriales. Dans le système de santé notamment, on a vu que dans les politiques de prévention et dans les politiques de santé décentralisées, le manque d'investissement a eu un rôle dévastateur pour la diffusion de la pandémie. Le Parlement européen et notamment les forces progressistes et pro-européennes à l'intérieur du Parlement européen, déjà en 2019, avaient soutenu un exécutif dans lequel, évidemment, la présidente est Ursula von der Leyen, un peu en dehors du cadre que nous avions proposé des Spitzenkandidaten, mais cet exécutif a été soutenu, notamment parce qu'ils se sont engagés un véritable changement des modèles de développement en Europe pour terminer avec la prospérité et avec les inégalités et pour essayer de commencer un mandat qui puisse s'inspirer aux objectifs de développement durable des Nations Unies 2030, dont les plus importants objectifs ne sont pas des objectifs de changement très importants des caps du point de vue écologique, mais surtout des changements des caps du point de vue socio-économique. Parce que un des objectifs les plus importants de ces changements d'agenda, c'est l'inclusivité, pour laquelle, hélas, en Europe, sur 17 objectifs de développement durable, l'inclusivité continue à être un problème pratiquement dans tous les pays. Rappelons-nous peut très bien diminuer la pauvreté en Europe tout en montant les inégalités. Je pense que l'étude que vous avez montrée les démontre. Donc, depuis le début de la mandature, d'autant plus avec la crise du Covid, le Parlement européen a continué à pousser pour faire en sorte qu'on oublie, je dirais, les derniers 40 ans du modèle économique, qu'on oublie surtout les années noires en Europe depuis 2004-2014, dans lesquelles il ne s'est absolument rien passé. Pendant les deux mandatures de Barroso à la tête de la Commission européenne, il ne s'est absolument rien passé sur l'équilibrage des politiques sociales, avec les conséquences dévastatrices qu'on a, notamment en 2008, avec la crise financière qui est devenue économique, qui est devenue sociale, et qui après est devenue aussi politique. Nadia l'a dit très bien, la création de la triple A sociale promise par la Commission Juncker, en 2017 a donné lieu au nouveau pilier des droits sociaux, jusqu'à maintenant très peu mise en œuvre, mais s'agissait surtout d'une nouvelle offensive de charme pour reconquérir tous les Européens à la cause de l'Union européenne. Maintenant, c'est le moment dans lequel nous-mêmes, en tant que Parlement européen, nous avons demandé que les plans de relance reprennent en force la mise en œuvre du pilier social. On commence à parler de plus en plus de thèmes qui étaient devenus
inexistantes dans la politique européenne, telles que les droits à un logement juste et abordable pour tous, telles que les thèmes de la garantie enfant, ce que je viens de le dire et je le répète, rien de plus injuste que voir des enfants avoir une vie différente tout simplement parce qu'ils viennent d'une famille par rapport à une autre. Et on veut justement que les piliers sociaux soient abordés avec des indicateurs et des objectifs prégnants et chiffrés pour les pays en Europe. Nous demandons aussi avec force, évidemment, de faire en sorte qu'il y ait une transition écologique, parce que les premiers à être frappés par les changements climatiques sont les classes les plus populaires. Mais si nous voulons que les classes les plus populaires puissent être observées, le coût énorme que cette transition demandera, et qu'ils soient aussi porteurs de cette transition, nous devons faire en sorte que cette transition soit juste du point de vue économique, industriel, territorial, social. C'est pour cela que nous continuons à insister, à insister, afin que l'effort de transition juste soit à nouveau remis à un niveau acceptable des négociations actuelles entre les conseils et les partenaires européens sur, d'un côté, le cadre budgétaire, du annuel de l'Union et tous les fonds de défense. Et je dirais finalement que ce cadre général est déjà dit, ce cadre général de relance, certains disent que le 21e siècle a commencé en mars-avril de cette année, avec le début de la pandémie. Et si on veut vraiment que le changement de modèle soit un changement durable du point de vue social, qu'il y ait, et Nadia l'a déjà dit, une relecture fondamentale du pacte de stabilité et de croissance en Europe, pour faire en sorte que quand la Commission demande de la cohérence, de la stabilité aux États membres dans la définition de leur budget national, que dans le budget national, il soit présent pas la stabilité macroéconomique avec toutes ses conditionnalités, mais que la conditionnalité se déplace vers des conditions de bien-être pour tous les citoyens européens, que ce soit le bien-être social, que ce soit une redistribution économique équitable, et que ce soit, je le répète, une transition vers un modèle socio-économique qui tient bien compte du changement climatique, mais que cela soit fait dans le cadre d'une transition juste. Et je l'ai dit pour terminer où j'ai commencé, tout cela ne pourra se faire si nous ne changeons pas de méthode, et qu'à tous les niveaux, que ce soit le niveau territorial, le niveau national et le niveau européen, chaque mesure soit mise, chaque stratégie soit mise en place en demandant aux syndicats, aux représentants des travailleurs, aux forces économiques et sociales, à la société civile organisée, d'être partie prenante de ces changements de modèle pour faire en sorte que le changement soit un changement accepté et fait sien par tout le monde en Europe. Et que finalement, on puisse changer de cap par rapport aux inégalités qui ont été énormes en Europe dans les dernières décennies. Certaines statistiques montrent que l'Europe, dans certains cas, a fait moins bien que les États-Unis. Nous continuons à penser aux États-Unis, par exemple, en ce moment de pandémie, les modèles sont très différents, et c'est vrai. Et quand on regarde, par exemple, la question de la mobilité sociale que j'ai abordée avant, eh bien, la mobilité sociale en Europe, la manque de mobilité sociale en Europe est plus dramatique chez nous qu'aux États-Unis, dans certaines parties de la population. Donc, il faut vraiment prendre tous ces thèmes bras le corps, en faire la véritable question politique la plus importante pour les prochaines années, et savoir que
les plans de relance et les plans pour la nouvelle génération en Europe nous donnent une grande chance, une grande opportunité, mais que si nous ratons cette opportunité, les inégalités vont continuer à s'accroître et que les riches vont devenir de plus en plus riches, les pauvres vont devenir de plus en plus pauvres, et ça sera un système qui ne sera pas tenable du point de vue politique et du point de vue de la citoyenneté, et que nous devrions nous assumer, en assumer toutes les conséquences. Merci. Merci Anna. Je vais essayer de mettre un peu d'acide sur votre relation parce que vous êtes très consensuels là. Donc je voudrais vous poser une question à tous les trois. Si j'écoute votre discours, du côté d'Anna, il faut changer le paradigme pour que l'Europe sociale avance. Du côté de Nadia, il faut surtout déployer une action de reconnaissance de droits. J'ai envie de dire d'abord du côté du chercheur, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la position de ce que Cédric pourrait dire. À partir, donc tu constates des inégalités, ok. Les couches populaires sont celles qui ont le plus souffert, et ça s'est beaucoup accéléré pendant la pandémie, Nadia l'a souligné. Ça veut dire quoi en termes d'outils de déploiement d'une Europe sociale pour un chercheur comme toi? Nous, les résultats les plus probants qu'on a eus nous invitent à prendre vraiment très au sérieux la question des conditions de travail. Alors ça tient au fait qu'on a pu ne travailler que sur les actifs, donc on n'éclaire pas tous les gens qui sont retraités ou les étudiants. Mais il me semble que cette question des conditions de travail, elle est particulièrement centrale et qu'elle mériterait d'être portée à un niveau européen de façon plus forte. Il existe déjà des syndicats et c'est toujours surprenant de découvrir, par exemple, nous on a fait le travail, mais à la Confédération européenne des syndicats, de découvrir des iconographies, des affiches qui présentent des syndicalistes qu'on a toujours du mal à différencier de leurs interlocuteurs à Bruxelles en fait. Enfin, il n'y a aucune espèce de mise en scène de ce que c'est qu'un travailleur et de ce que pourrait être, des conditions de travail plus favorables. Donc je pense que ça c'est un vecteur d'amélioration, mais presque infini, des inégalités sociales de ceux qui sont déjà en poste ou de ceux qui ont à subir la précarité. L'autre chose, c'est que moi je reste persuadé qu'une partie des enjeux sur les politiques sociales doivent se faire à l'échelle européenne et sans doute pas qu'à la Commission, ailleurs, et que ça permettra en fait à nouveau de recréer un lien, il me semble, entre des institutions qui apparaissent un peu hors sol aujourd'hui pour bon nombre de gens qui ne s'intéressent pas forcément à la politique de façon régulière, et donc la question des droits d'accès à l'éducation, tout simplement, des droits aussi sanitaires, de santé publique, des choses qui ont un sens, je pense, pour une grande partie des Européens, et enfin, comme les conditions de travail, pourraient, je crois, aider à faire en sorte qu'il y ait une sorte de lien plus évident entre les gouvernés et les gouvernants. Je prends juste un exemple, mais pour pas être complètement déprimant, mais à chaque fois, on a l'impression comme ça qu'il y a un délitement du rapport entre les Européens et leurs institutions, même les plus démocratiques comme le Parlement, parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le taux de participation baisse de scrutin en scrutin. Alors les trucs qui dépriment le plus quand on est chercheur, c'est de voir la baisse du taux de participation, par exemple, des pays nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'ils ont voté majoritairement pour adhérer à l'Europe, et l'année suivante, quand ils votent pour avoir des députés européens, les taux de participation s'effondrent. Donc ça, c'est particulièrement triste. Mais il faut rappeler aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des questions européennes posées à l'ordre du jour de plein de pays, des questions importantes, comme le Brexit, comme le TCE en France ou en Hollande, ces questions-là ont rencontré des taux de participation particulièrement forts. Donc il y a cette espèce de paradoxe qui veut que dans la vie ordinaire des institutions européennes, la participation se délite, et je pense que c'est assez vrai dans la plupart des pays où le vote n'est pas obligatoire. Et en même temps, quand la question européenne s'enracine dans des débats nationaux, trouve à s'exprimer dans des termes qui sont accessibles au plus grand nombre, et surtout qu'il y a une campagne et des choses où il y a des mobilisations, et que la question européenne redevient un peu vivante, en fait, il y a une participation qui est très forte. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très Alors là, j'interpelle Anna, évidemment, parce que le Parlement, de ce point de vue... Mais si je peux, c'est très intéressant, et c'est consensuel. Moi, j'adorerais débattre en ce moment même, en octobre 2020, avec quelqu'un qui pense encore que l'autre modèle économique était viable. Je ne demande que ça, je veux dire. Mais je vois que de plus en plus, hélas, on est entre nous, mais je pense que cet entre nous est en train de s'élargir, surtout à niveau européen, ce qui est une bonne chose. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il est grand temps
qu'on considère ces moments les moments de l'action. Mais ce que je voulais dire, c'est très intéressant aussi dans les PowerPoint qu'on a vus avant, c'est que moi j'ai connu Nadia, d'ailleurs, dans un moment très heureux pour l'Europe sociale, le seul qu'on a vécu depuis le début de l'Europe, et c'était dans les années 90. Et c'était un moment dans lequel l'Europe était très populaire, mais aussi et c'était populaire parce qu'elle avait été extrêmement efficace dans le seul outil qu'on avait à ce moment extrêmement développé en Europe du point de vue législatif, et c'était justement dans les conditions d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. On a fait un travail gigantesque, titanesque, mais toujours main dans la main, Commission européenne, Parlement européen, et je peux le dire maintenant, Confédération européenne des syndicats, avec les experts de l'Institut syndical européen, pour dessiner et rendre praticable, donc rendre possible la mise en œuvre de toute la législation qui a concerné tous les agents physiques, la santé, la posture, les échafaudages, les temps de travail, la réglementation du travail atypique, les congés parentaux. Et une grande partie de cette législation, c'est intéressant de le dire parce que très peu de gens le savent, a été conçue en tant qu'accord collectif entre partenaires sociaux à niveau européen et entériné par les institutions européennes. C'était un moment dans lequel nous pensions vraiment que la voie de l'avenir était une voie de contractation collective à niveau européen afin que l'Europe puisse donner l'exemple et créer une harmonisation, un socle social vers le haut qui aurait pu après porter tout un modèle. Tout ça s'est écrasé avec la stratégie de Lisbonne, qui a été très bonne du point de vue des déclarations, mais très mauvaise du point de vue de la mise en œuvre. Et je vous rappelle que ce n'est pas par hasard que j'ai cité la décennie 2004-2014 pour dire que c'était le moment noir de l'Europe sociale. C'était vraiment le moment dans lequel l'Europe entérine sans aucun tabou et sans aucun problème le néolibéralisme. Et c'est aussi le moment 2004 où l'Europe élargit ses frontières en faisant face à un défi historique. Je ne veux rien dire par rapport à ça, je suis pas contre, évidemment. C'est la première fois que l'Europe élargit ses frontières à des pays qui ont un système social complètement différent et qui, évidemment, dans le manque flagrant d'instruments contraignants pour faire en sorte que ces pays puissent se conformer à des standards des standards sociaux élevés. Bon, c'était le début, évidemment, des darwinisme social qui nous mènent droit dans les gouffres de la crise de 2008. Donc, je pense que ça, si vous vouliez un peu de polémique, je vous la donne là ex post. Maintenant, je pense que tout le monde semble avoir compris, à partir du Fonds monétaire international, en passant pour la OECD et d'autres grands organismes internationaux, ils ont tous fait du mea culpa par rapport à cette année qu'on a vécue, ce que Stiglitz dit, après 40 ans qu'on essaye, on ne veut pas être idéologique, mais après avoir essayé 40 ans une doctrine macroéconomique qui ne crée pas de croissance, qui crée que des inégalités, et qui nous met au gouffre de la crise politique et démocratique, il faut quand même se dire que ce modèle ne peut pas fonctionner, il faut aller vers un autre modèle. Donc je pense que ça c'est un peu ce que nous essayons de faire. Moi je ne parle pas au nom du Parlement européen, je peux vous dire quelles sont les instances et quelles ont été les priorités fondamentales pour mon groupe politique des socialistes et des démocrates pour faire en sorte de soutenir cette nouvelle Commission européenne qui est un peu le gouvernement de l'Europe. Et je revendique avec force quand même un vice-président, Franz Timmermans, qui n'accepte pas des Green Deal sans que cela soit fait avec une forte transition juste du point de vue social. Je revendique un commissaire que Nadia a plusieurs fois cité, Nicolas Schmitt, qui est en train de se battre afin que l'Europe puisse avoir enfin un salaire
minimum digne pour tout le monde, qui se bat afin que les conditions de travail soient dignes même pour les travailleurs atypiques. Et Cédric l'a dit, travailleur atypique signifie beaucoup de choses. Nous devons finalement discuter, décider en Europe sur, Nadia pourra dire beaucoup plus sur ça, sur la définition de qu'est-ce que c'est un travailleur. Parce que si nous allons nous limiter seulement aux travailleurs salariés, on ne va pas très loin. En Italie, il y en a très peu qui résistent en tant que travailleurs salariés. Si je dois vous dire la centaine de panoplies de contrats, de faux indépendants qui existent dans ces pays, y compris pour des jeunes extrêmement qualifiés qui ne trouvent rien et qui travaillent 60 heures par semaine sur des contrats de 30 heures pour 700 € par mois, la situation est franchement tragique. Et qu'ils continuent à se battre pour faire en sorte, je l'ai déjà dit, que dans les socles européens des droits sociaux, il y a quand même un droit à un logement abordable pour tous les Européens, qu'il y ait égalité salariale entre hommes et femmes, et qu'il y ait un droit, et ça Cédric l'a dit, il faut quand même se le répéter, qu'il y ait un droit à la formation permanente tout au long de la vie. Sans cela, le gouffre entre travailleurs peu qualifiés et travailleurs extrêmement qualifiés va augmenter. Je vous rappelle quand même, la photo de Cédric, elle est statique, justement parce que c'est difficile de dynamiser une étude comme ça, mais si on devait regarder la définition de classe moyenne sur la longueur des dernières années, bon, la classe moyenne est en train de disparaître. Et de plus en plus dans les pays en Europe, et là, on l'a vu dans la carte que Cédric a montée, cela est dans le nord de l'Europe à profit d'une classe plus aisée, parce que c'est des pays qui investissent beaucoup plus dans la compétitivité qualitative, recherche, développement, pénétration des marchés d'autres qualités, et le Sud, hélas, souffre encore du manque d'investissement, d'une difficulté accrue dans l'innovation des processus et des produits, d'une administration publique inefficace. Et donc ça, c'est les choses sur lesquelles, si nous voulons avoir un regard européen sur la relance, ce regard doit être fait de façon qu'il puisse s'agir d'une attention accrue à tous les continents européens. Ce n'est pas un cas que les pays qui ont été plus frappés par la pandémie, tels l'Italie et l'Espagne, auront peut-être accès à plus de fonds européens et à plus de programmes, mais il faut faire en sorte que cela soit fait de façon à changer leur modèle vers un modèle qui puisse être plus compétitif, mais en s'appuyant sur le bien-être des citoyens, et que ça ne soit pas une compétitivité basée sur l'austérité macroéconomique. Je m'arrête ici, j'ai même trop parlé. Merci, c'est important, intéressant. Nadia, je vais vous donner la parole, je voudrais faire réagir à 2-3 points, vous poser une question de rebond par rapport à ce que vient de dire Anna. Est-ce qu'à la période de l'or, c'était si merveilleux que ça, qu'aujourd'hui, le dialogue social entre la Commission, le Parlement et la Fédération syndicale européenne finalement ne marche plus, et donc qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui c'est bloqué? Deuxièmement, est-ce que 2004, l'arrivée des pays d'Europe centrale-orientale, ça crée pour une fédération qui a 49 syndicats à l'intérieur, ça crée une difficulté entre des syndicats d'Europe centrale-orientale faibles, qui n'ont pas la même culture, et donc c'est un défi pour vous ou pas, cette question de l'unification à l'échelle européenne, et même au-delà, quand on est 49. Et puis, dernière chose, ce que vient de dire Anna, la dualisation économique de l'Europe entre un Nord très haut de gamme, sur le plan de la spécialisation industrielle, sur les hauts marchés, avec au bout des excédents, et puis un Sud, au contraire, très sur des services et beaucoup de déficits, donc des enjeux en termes de main-d'œuvre, de type de travail, de type de conditions d'exercice. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous éprouvez très directement comme défi? Je vais tenter de répondre aux questions, et je voulais quand même juste aussi répondre en partie à Cédric Hugré sur sa remarque concernant la Confédération européenne des syndicats, et si j'ai bien compris, parce que le son n'est vraiment pas optimal là où je suis, qu'il y avait un manque de visibilité en fin de compte des employés, des travailleurs qui sont censés être défendus par la CES à Bruxelles. C'est ça ce que vous avez dit. Et je voudrais juste quand même
Alors la Confédération, c'est une confédération, c'est vrai qu'elle regroupe tous les secteurs de l'économie et qui a peut-être un peu en danger actuellement d'être un peu trop préoccupée par le tripartisme, par les sommets sociaux, plutôt qu'en effet une attention que nous on souhaite beaucoup plus aussi centrée sur en effet voilà, comment les gens vivent en Europe, sachant qu'il y a un taux de chômage qui augmente, mais il y a encore quand même une majorité de personnes qui travaillent et quelles sont ces conditions de travail. Et je crois qu'après c'est une articulation, et après tout c'est peut-être le rôle aussi des fédérations sectorielles que d'alimenter avec des informations beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes sur ce qui se passe sur le lieu du travail. Et à ce titre, je voulais dire, mais c'est ce chantier de visibilisation des personnes dont on parle, des personnes que l'on défend à Bruxelles, notamment auprès des institutions européennes, c'est vraiment un pan important de nos activités où on a fait beaucoup de travaux, plus précisément sur les infirmières. Moi, je travaille aussi sur les prisons, sur le métier de surveillant de prison. Est-ce que c'est surveillant? Est-ce que c'est éducateur social? Et pour revenir sur les classes de l'étude de M. Hugret, c'est aussi important de voir comment les syndicats peuvent faire bouger aussi des métiers et le contenu des métiers et les rendre qu'ils soient plus valorisants et aussi beaucoup plus, efficace, c'est pas vraiment le mot que j'aurais voulu utiliser, mais si je prends l'exemple des prisons, par exemple, on voit très bien que lorsque les surveillants de prison ont plus une fonction d'éducateur, la réinsertion se passe aussi bien mieux. L'accès à la formation des prisonniers est aussi plus grande dans les pays où, justement, l'accent est beaucoup moins sur la répression, sur la surveillance, que sur la réinsertion. Donc les deux sont liés. Les métiers dans le service public permettent aussi de rendre une amélioration du contenu des métiers des services publics, peuvent avoir une incidence extrêmement positive sur la qualité des services publics et donc sur la qualité de vie des usagers. Et ça, c'est un axe, en tout cas, voilà, auquel on est très attaché, que ce soit aussi les pompiers, on fait beaucoup de choses en ce moment par rapport aux risques, en tout cas c'était avant la pandémie, ça a été un peu mis sous le couvert des risques cancérigènes, par exemple, et là avec des études appuyées sur les différences aussi salariales, mais aussi de contenu d'emploi du même métier entre les différents pays européens, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est encore une fois une manière pour revaloriser certains métiers. Donc ça, que ce soit aussi l'expérience des puéricultrices en Belgique, le statut est moins, on va dire, au niveau des qualifications, moins important qu'en France, par exemple. Donc tout ça permet d'aboutir à des améliorations dans les conditions de travail et les conditions de vie des usagers. Mais je crois qu'en effet, cette visibilisation du problème reste une action syndicale majeure, et on travaille beaucoup avec des chercheurs, notamment de l'Institut syndical européen, et on va continuer à faire ça aussi au travers de la pandémie. Maintenant, sur le rôle, désolé, alors consensus avec Anna Colombo, désolé, je sais pas si c'est parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, ou voilà, et je pense que, et heureusement qu'il y a, c'est vrai qu'on critique souvent l'Union européenne pour être, trop consensuelle, mais il faut ça, mais c'est complètement faux. On a des batailles vraiment extrêmement importantes que l'on mène avec des gouvernements souvent retors par rapport à, non seulement au social, mais encore une fois, je veux vraiment l'appuyer sur cette espèce un espèce de cadre comme ça macroéconomique avec une orthodoxie budgétaire qui est vraiment problématique. Et on a aussi un patronat. C'est vrai que là, après, je rebondirai sur la question du dialogue social, mais un patronat, en tout cas au niveau interprofessionnel, donc avec qui la Confédération européenne des syndicats traite, qui ne veut plus assumer ses responsabilités en tant qu'employeur. Et ça, c'est vraiment une très grande difficulté. C'est que le patronat est maintenant, et ça a fait l'objet de nombreuses études, notamment sur la proximité entre certaines directions générales de la Commission européenne et des entreprises, mais le patronat est beaucoup plus intéressé à faire du lobbying qu'à vraiment assumer un rôle d'employeur. Et c'est là où on est aussi bloqué par rapport à notre rôle, et c'est vraiment une des rares... les traités européens permettent un rôle aux partenaires sociaux de co-construction des normes sociales minimales. Et ça, c'est quand même assez inédit. Mais quand on n'a plus de partenaires pour le faire, on est évidemment un peu embêté.
heureusement, dans les services publics, on a des employeurs qui assument beaucoup mieux ce rôle. Et on a abouti en effet à la négociation d'une directive, notamment dans le secteur hospitalier, pour la prévention des blessures par objet contondant. Donc ça fait déjà longtemps. Et puisqu'on m'a lancé la question sur le dialogue social maintenant avec la Commission, on a aussi négocié un accord avec les gouvernements centraux, figurez-vous, 17 gouvernements, dont la France, sur les droits à l'information et à la consultation des fonctionnaires, des agents publics dans les gouvernements fédéraux. Et encore une fois, c'est une question de droit, mais notamment en matière de restructuration, de suppression d'emplois, mais c'est aussi une manière d'améliorer la qualité des administrations publiques. Et Anna, tu viens de le dire par rapport à l'Italie, où il y a encore énormément de choses à revoir, et pas qu'en Italie. Il y a aussi peut-être dans les administrations publiques ce sentiment. Alors, l'administration publique est extrêmement syndiquée, mais reste très, très, très traditionnaliste dans cette vision que l'on a de co-gestion, et en tout cas d'information et de consultation, si ce n'est pas de la co-gestion, sur tout ce qui concerne les travailleurs et les employés. Donc on a négocié un accord, on l'a soumis à la Commission européenne pour le transformer en directive sociale, et la Commission a refusé. Et c'est en effet la première fois que la Commission refuse de mettre en œuvre, quand les partenaires sociaux le souhaitent, et il n'y a pas eu énormément d'exemples, c'est vrai, mais c'est la première fois que la Commission a refusé. Donc je voudrais juste mentionner, alors qu'est-ce qui nous reste? Au niveau européen, on n'a pas le droit de grève. Alors bien sûr, on mobilise les euromanifs, qui sont assez limités en temps de pandémie, mais on a des actions en justice. Et là, c'est la première fois, donc on a traduit en justice la Commission européenne pour avoir violé, à notre sens, ses propres règles relatives au fonctionnement du dialogue social européen, et en effet, à cette co-construction de la politique sociale européenne. Donc on est en appel, on a perdu la première manche, on fait appel, on aura le jugement de l'appel dans quelques mois. Mais c'est un outil, alors c'est un outil de dernier ressort, mais l'action en justice, après tout, est une action syndicale qui est utilisée dans de nombreux pays. Et c'est vrai que là, c'est la première fois qu'une fédération syndicale européenne s'est emparée de cet outil. On aurait pu le faire il y a bien des années, quand la Commission, la Banque Centrale Européenne et le Conseil de l'Union Européenne, au sein de la Troïka, recommandaient par exemple au Portugal de ne pas augmenter le salaire minimum. Il y a eu vraiment ces dernières années des évolutions, c'est vrai, très extrêmement négatives, et aussi en matière de procédure, où tout d'un coup des recommandations deviennent contraignantes, où les directives sociales en effet ont pu être repoussées, mais il y a une espèce de changement. Et on aurait peut-être dû réagir, c'est vrai, beaucoup plus fortement il y a 10 ans. Mais peut-être qu'il n'est jamais trop tard. Et juste un dernier mot, l'autre question par rapport aux pays de l'Est. Je crois que déjà, alors en effet, on représente 300 syndicats dans 49 pays européens. Disons, oui, alors à la base, il faut savoir que le syndicalisme transnational était international. Au début du XXe siècle, ça a commencé avec les dockers, donc c'était vraiment à visée internationaliste. On a toujours cette optique-là, et en aucun cas, on va diviser les choses en fonction des origines nationales. Il ne faut pas confondre donc, les gouvernements, et en effet, les gouvernements polonais et hongrois sont particulièrement difficiles et ne respectent pas un certain nombre de droits fondamentaux. Mais les syndicats, le syndicalisme est bien vivant, que ce soit aussi en Roumanie, en Pologne, il ne faut quand même pas oublier Solidarność, alors bien sûr il y a 30 ans, mais ça a quand même participé à la démocratisation du pays et à la chute du mur. Par exemple, en Roumanie, il y a des syndicats extrêmement actifs aussi. Par contre, ce qui est des fois difficile, c'est d'arrêter des actions communes. Mais on a quand même réussi, et là je voudrais juste finir là-dessus, c'est qu'à la fin du mois, on va coordonner des actions qui sont assez foisonnantes en ce moment dans le secteur de la santé. Il va y avoir bien sûr une grève en France dans quelques semaines, en tout cas demandée par l'un de nos affiliés. Mais à la fin du mois aussi en Belgique, en Italie, et aussi en effet dans les pays de l'Est. Et l'idée, c'est de coordonner à la fin du mois autour de messages très, très clairs qui demandent, on doit vraiment surfer sans mauvais jeu de mots sur cette vague, non pas de la pandémie, mais d'une mobilisation sociale demandant une revalorisation du social, des métiers du social. Et donc cette action de coordination du 26 au 29 octobre visera à demander des salaires plus élevés, plus de personnel, et aussi une amélioration de l'accès aux soins de santé, et que l'accès des soins de santé soit
soit en effet ouvert à tout le monde, à tous les usagers, qu'ils soient d'ailleurs citoyens européens ou non citoyens européens. Donc voilà, donc on a quand même réussi à se mettre d'accord sur ces actions. Maintenant, comme je disais, on n'a pas un droit de grève, c'est un travail de coordination et de faire monter en démontrant que les défis sont assez communs au travers des nombreux pays européens, malgré en effet des divergences très fortes en matière de conditions de vie, de salaire et aussi entre les gouvernements de ces pays-là. Merci Nadia. Voilà, je veux dire, je vous regarde, je peux prendre une question si vous en avez une, et sinon, je vais vous remercier tous et tous. Merci Anna, merci Nadia, merci Cédric. Merci. Merci. Voilà, c'était une brève, c'est toujours un peu compliqué de le faire à distance, en tous les cas, on y est parvenu. Merci à vous tous et toutes. Bonne soirée. Merci. 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 Bonsoir Nantes. Bonsoir. Salut Anna. À la prochaine. À la prochaine, mais à Nantes. Hein. À Nantes. C'est promis. Ouais, ouais. Promis, on organise. Merci. Au revoir. Merci.